Cargill est le partenaire le plus digne de confiance en matière d'agriculture, d'alimentation et de nutrition, mais seulement selon ses propres dires. Lorsque l'on parle de mauvaises entreprises, ce sont généralement de grands groupes comme Nestlé ou Monsanto qui sont mis en avant. Des entreprises cotées en bourse où les investisseurs font pression pour que le plus grand profit possible soit réalisé. On voit rarement des entreprises familiales dans ce genre de situation. Cargill est une entreprise familiale depuis sa création en 1865. Et pourtant, elle est considérée comme la pire entreprise du monde. En Allemagne aussi, on ne peut pas passer à côté de Cargill, car la viande des discounters provient de Cargill. Plus d'un tiers de tous les poulets vendus dans les supermarchés allemands proviennent de l'entreprise familiale de l'Iowa. Mais comment un négociant en céréales en arrive-t-il à polluer l'environnement, à pratiquer l'évasion fiscale à hauteur de plusieurs millions de dollars et à défricher les forêts tropicales? Et quel est le rapport avec les enfants esclaves aux pieds coupés? Cargill était l'un des 7 enfants du capitaine écossais William Dick Cargill. Les parents de William Wallace Cargill ont émigré en Amérique dans les années 1830, à la recherche d'une vie plus facile. En 1844, Cargill est né à New York et en 1856, toute la famille s'est installée dans le Wisconsin pour y travailler dans l'agriculture. William Wallace Cargill a dû commencer à travailler très tôt et rêvait déjà dans son plus jeune âge de devenir un homme d'affaires prospère. Dans son enfance, William Cargill a dû prendre très tôt des responsabilités et travailler dur pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Mais cela ne l'a pas découragé et, à l'âge de 21 ans, il a acheté un entrepôt dans l'Iowa. En 1865, l'entreprise Cargill était née et est restée jusqu'à aujourd'hui une entreprise purement familiale. Le talent de William Cargill s'est révélé très tôt, car il avait perçu l'évolution du marché, notamment ce que le développement du chemin de fer allait signifier pour les fermiers. Le commerce des céréales est florissant et en 1870, le siège de l'entreprise est établi à Alberlea, Minnesota, à environ 150 km au nord-est de Conover. L'extension de la ligne de chemin de fer dans le sud du Minnesota a contribué de manière décisive au succès et c'est ainsi que l'entreprise a été transférée à La Crosse dans le Wisconsin et qu'en plus des céréales, Cargill fait désormais également le commerce de charbon, de farine, de fourrage, de bois et de graines. Les bénéfices de l'entreprise sont investis de manière rentable dans les chemins de fer, les terrains, les systèmes d'irrigation et les fermes afin de continuer à consolider la base de l'activité à l'avenir. William Cargill a reconnu très tôt les signes du temps et a vu un grand potentiel de l'optimisation de la chaîne de création de valeur dans l'agriculture. Marqué par son enfance, il voulait établir une sécurité alimentaire mondiale en réunissant les producteurs, les négociants et les transformateurs des ressources. Il a ainsi pu augmenter l'efficacité et la rentabilité de l'agriculture et a pris très tôt une longueur d'avance sur ses concurrents. William Wallace Cargill accordait une grande importance à l'éthique et à l'intégrité dans son activité et établissait des normes élevées pour le traitement des employés, des clients et des partenaires commerciaux. En 1888, les frères James et Sam Cargill se joignent à l'entreprise, qui s'appelle désormais Cargill Brothers. Mais dès 1890, le siège est transféré à Minneapolis, dans le Minnesota, et l'entreprise est rebaptisée Cargill Elevator Company. Alors que l'entreprise continue à commercialiser les produits de base, Edna Clara Cargill, la fille du fondateur, épouse le fils du voisin, John Macmillan, qui prend la tête de l'entreprise familiale en 1909 après la mort de William Cargill. En 1922, le premier bureau est ouvert à New York et l'entreprise se tourne de plus en plus vers la côte Est. En 1923, Cargill rachète la société de commerce de céréales Taylor et Bournick Company, qui a mis en place son propre système de transmission de lignes le long de la côte Est. Grâce au succès de l'expansion sur la côte Est, les premières succursales à l'étranger sont créées en 1930. Winnipeg au Canada, Rotterdam aux Pays-Bas et Buenos Aires en Argentine. En 1932, le fils Jock Macmillan Jr.
prend la direction de l'entreprise et fusionne toutes les sociétés pour former Cargill Incorporated. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cargill se lance dans la transformation du soja en 1943 et rachète Nutrena Feeds en 1945. Cargill double ainsi sa capacité dans les secteurs de la volaille et de l'alimentation animale. Après la guerre, Cargill reprend ses activités en Argentine, qui avait été temporairement abandonnée, et crée à cette occasion une division de semences hybrides. Ces semences hybrides sont des variétés qui ont été sélectionnées pour leurs caractéristiques spécifiques. Les pommes ont toujours un certain aspect, un certain goût, et les semences sont sélectionnées pour atteindre la perfection. Les agriculteurs ont ainsi une sécurité de planification et peuvent se fixer un certain objectif économique. Cependant, les semences ne se prêtent pas à la reproduction, ce qui rend les agriculteurs rapidement dépendants des producteurs. En 1953, Cargill découvre le marché européen et fonde Tradax en Suisse pour faire le commerce de céréales en Europe. Pour pouvoir exploiter le marché asiatique, Cargill rachète l'entreprise Cargill-Ford sur la côte pacifique américaine. Outre le commerce habituel de céréales et d'aliments pour animaux, l'entreprise commence en 1954 à transporter du sel en amont du Mississippi et met en place son propre département de recherche et de développement. La recherche et l'utilisation précoce du traitement électronique des données ont permis à l'entreprise de révolutionner le développement des aliments pour animaux et de prendre une avance considérable sur ses concurrents. En 1967, l'entreprise poursuit son expansion en achetant un moulin à maïs humide dans l'Iowa et se lance officiellement dans la meunerie en 1972. Dans les années 70, Cargill rachète également le département de transformation et de marketing de dinde de Ralston Purina, l'exploitant de parcs d'engraissement bovin Caprock Industries. La North Star Steel Company, Oenberg Bros, un négociant en coton et le transformateur de viande de bœuf MBP XL. Dans les années 80, l'expansion s'arrête lentement et en 1981, seule l'entreprise Rally Bros de Grande-Bretagne est rachetée, ainsi que le négociant international en matières premières Kone. Ainsi, en 120 ans d'existence, le champ d'activité s'est étendu aux céréales, aux aliments pour animaux, aux graines oléagineuses, aux moulins à maïs, aux produits chimiques, au cacao, au café, au coton, aux œufs, aux engrais, aux services financiers, à la farine, aux jus de fruits, au malt, à la viande, à la mélasse, aux arachides, au pétrole, à la viande de porc, à la volaille, au caoutchouc, au sel, à l'acier, à la viande de dinde, à la laine, et l'entreprise travaille dans le monde entier. Au cours des 30 dernières années, Cargill n'a plus connu d'expansion majeure. En 1990, les activités en Amérique du Nord ont été réorganisées. En 1997, l'activité sel a été reprise par Akzo Nobel N.V. En 1999, les activités mondiales de Continental Grain Company ont été reprises et en 2000, le fabricant d'aliments pour animaux, AgriBrands International, a été racheté. L'entreprise en soi n'a pas de marque propre, mais elle fait partie intégrante de presque tout le monde. Cargill est un élément important de l'industrie alimentaire et veille à ce que les rayons de Lidl, Aldi, Netto, Co soient pleins et que l'on puisse également trouver son burger chez McDonald's. L'entreprise familiale américaine n'est pas aussi lointaine qu'on le croit parfois. En Allemagne, Cargill possède plusieurs sites et usines pour approvisionner le marché européen. Ainsi, il est probable que tout le monde en Allemagne entre tôt ou tard en contact avec ces produits. Le siège social se trouve à Krefeld, auquel s'ajoutent 12 autres sites répartis sur le territoire allemand. En Allemagne, les activités de Cargill se concentrent sur la production d'aliments pour animaux, la transformation de graines oléagineuses, la production de biodiesel et l'industrie de transformation du cacao. Ceux qui veulent éviter Cargill dans leur achat auront beaucoup de mal. En Allemagne, Cargill est à l'origine des produits suivants: Mars, Snickers, Twix, M&M's, Dove, Bounty, Ballisto, Amicelli, Malteser, Milky Way, Skittles, Orbit, Wirgel, Five Gum,
Hubba Bubba, César, Dreamies, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Temptations, Whiskas, Uncle Ben's, Miracoli, Kellogg's, Danone, Actimel, Fruitzwerg, Obstgarten, Oikos, Alpro, Volvic, Evian, Knorr, Fanny, Maizena, Kühner, Chirat, Mondamin, Langnese, Ben & Jerry's, Lipton, Pure Leaf, Puka, Axe, Rexona, Signal, Tony & Guy, Douche Das, Impulse, Vis, Homo, Domestos, Coral, Sunil et Sun. S'y ajoutent les chaînes McDonald's, Burger King et Dunkin' Donuts. En outre, Nestlé est le plus gros client de Cargill. Vous pouvez découvrir pourquoi Nestlé est problématique dans notre vidéo sur l'entreprise. Cargill doit régulièrement faire face à des critiques et a même été qualifié de pire entreprise du monde par Mighty Earth, une ONG qui s'est intéressée de plus près à l'entreprise. Outre ces questions, Cargill doit également s'occuper d'autres sujets. Cargill est une entreprise familiale privée et n'est donc pas tenue de répondre aux questions de ses actionnaires. Vis-à-vis de l'extérieur, l'entreprise se décrit comme un promoteur de l'utilisation équilibrée des terres et de l'agriculture durable afin de protéger les forêts. Elle souhaite réduire les gaz à effet de serre, utiliser l'énergie de manière plus efficace et également aider les agriculteurs à s'adapter. Pour ce faire, la recherche en Allemagne bénéficie également du soutien financier de l'Union européenne. Dans l'usine de Mayence, un programme de soutien de l'Union européenne a été utilisé pour financer un projet de réduction des odeurs et d'économie d'énergie dans le traitement des graines oléagineuses. Ce projet a duré 1 an et le site de Mayence a ensuite été fermé en 2016. De manière générale, Cargill est contradictoire. En effet, de nombreuses belles paroles sur son site web et dans les communiqués de presse se heurtent à des actions qui donnent une autre image. En 2014, l'entreprise a promis publiquement de mettre fin à la déforestation au Brésil au sein de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2020. Cependant, Cargill profite encore en 2019 de l'assouplissement des règles de protection de l'environnement par le président controversé Bolsonaro et ne soutient pas seulement le défrichage de la forêt tropicale, mais crée activement des incitations pour les agriculteurs brésiliens à défricher l'écosystème sensible et à le rendre utilisable pour l'agriculture. Ces délits ne sont toutefois pas des cas isolés et doivent être excusés par la politique au Brésil. Un autre point qui fait régulièrement parler de lui est l'action menée aux États-Unis. L'entreprise y est l'un des plus grands pollueurs et rejette régulièrement du formaldéhyde, du plomb, de l'amiante, de l'acide cyanhydrique et du mercure dans la nature sans les filtrer. En 2001, la North Star Steel Company a dû payer une amende de 7,7 millions de dollars car il a été prouvé que l'entreprise avait dépassé de 15 à 50 fois les valeurs d'émissions de dioxyde de carbone. En 2002, l'entreprise a payé 1,5 million de dollars parce que le lisier de porc provenant des usines de Martinsburg dans le Missouri a tué 50 000 poissons. En plus de l'amende, les responsables de l'usine ont été condamnés à 5 mois de prison. En 2004, 246 millions de litres d'eau usée acide se sont déversés dans la baie de Tampa en provenance d'une usine de Cargill. La même année, à Hillsborough, en Floride, 227 millions de litres d'eau usée toxique ont été déversés dans un ruisseau qui se jette dans l'océan. Pour les pêcheurs de la région, ce n'était pas seulement un revers financier, mais leur propre santé était et reste en danger. En 2005, un procès est ouvert en Oklahoma parce que Cargill a utilisé des déchets de volaille chargés de phosphore comme engrais, ce qui a entraîné la pollution des lacs, des rivières et de l'eau potable de l'État. À cela s'ajoute une accusation des États de l'Alabama, de la Géorgie, de l'Illinois, de l'Indiana, de l'Iowa, du Missouri, du Nebraska, de la Caroline du Nord, du Dakota du Nord et de l'Ohio. Il s'agit de 27 usines dans lesquelles une pollution systématique de l'environnement a été constatée
et l'entreprise a dû payer une amende de 135 millions de dollars, dont 3,5 millions de dollars à des projets écologiques. Mais les infractions ne se sont pas arrêtées là. L'année suivante, en 2006, 825 000 litres de saumure toxique ont été déversés dans une réserve naturelle près de San Francisco. C'était la 6e fois que les eaux usées toxiques étaient déversées dans la nature sur plusieurs années, entraînant la mort de milliers de poissons et de plantes. En 2015, du lisier de porc a de nouveau été déversé d'une usine, cette fois à Beardstown, Illinois. Cette fois, il s'agissait de 109 millions de litres qui ont entraîné la mort de plus de 60 000 poissons. En Allemagne, de tels cas ne sont pas connus, mais cela est également dû à la législation stricte et au contrôle continu des machines et des installations. Un schéma clair se dessine toutefois dans la manière de procéder. L'entreprise profite de chaque faille dans la législation et enfreint aussi plus souvent les lois. Ces exemples ne sont que ceux qui ont été portés devant les tribunaux et condamnés par les États. Ce qui n'est souvent pas porté devant les tribunaux ou qui attire l'attention des médias, ce sont les pratiques dans les pays pauvres. L'entreprise Cargill est puissante. Elle dispose de plus de capitaux que certains pays et est le fournisseur des plus grandes entreprises dont les produits se retrouvent dans notre panier d'achat sans que nous en ayons conscience. L'accaparement des terres est l'une de ces pratiques, systématiquement soutenue et mise en œuvre par Cargill dans les pays pauvres afin de maximiser ses profits. Les cas les plus marquants ont eu lieu en Colombie et à Kuala Lumpur. En Colombie, la loi n'autorisait pas Cargill à être la seule entreprise à acheter beaucoup de terres. L'entreprise a donc créé 36 filiales en Colombie et acheté au total 52 000 hectares. Pour donner un ordre d'idée, cela représente 72,8 millions de terrains de football ou la superficie totale du Mecklembourg-Poméranie occidentale et du Brandebourg réunis. Le problème n'est pas que Cargill achète des terres agricoles, mais le plus souvent des forêts tropicales et des régions où vivent des peuples indigènes. Cet accaparement des terres, en particulier dans les régions amazoniennes, est généralement à l'origine des violations des droits de l'homme. Les peuples indigènes sont ainsi déplacés et connaissent une forte augmentation des cancers, des fausses couches et des malformations congénitales liées aux pesticides et aux herbicides utilisés pour la culture du soja dans ces régions. Une autre conséquence de l'accaparement des terres est toutefois l'augmentation massive des suicides au sein de la population indigène. Le Conselho Indigenista Missionario du Brésil a mené une enquête qui a confirmé qu'entre 2003 et 2015, 687 indigènes se sont suicidés. Cela est dû aux attaques constantes des milices armées utilisées par les nouveaux propriétaires des pays. Pour l'organisation, le fait que les autorités et les politiques laissent faire des entreprises comme Cargill et les milices armées ne constitue pas un suicide, mais un génocide systématique. La Cour internationale de justice a déjà annoncé en 2016 qu'elle se pencherait de plus près sur les cas et les effets de l'accaparement des terres. Cela pourrait conduire à ce que les dirigeants de Cargill, mais aussi les politiciens qui ont autorisé ces achats, soient tenus de rendre des comptes à la haie. Mais en attendant, Cargill continue d'acheter des terres à grande échelle, de défricher les forêts et d'y cultiver de l'huile de palme, du soja et du maïs pour l'alimentation animale. Les animaux ainsi nourris se retrouvent ensuite dans les magasins discount. Alors que les forêts tropicales sont détruites pour le soja et l'huile de palme en Amérique du Sud, Cargill suit une autre voie en Afrique et en Asie. Il s'agit ici de cacao et de plantations qui ne produisent pas seulement pour l'Amérique, mais pour le monde entier. Acheter du chocolat en Allemagne, c'est très probablement soutenir le commerce d'esclaves et le travail des enfants. Dans les enquêtes de Mighty Earth, mais aussi dans le documentaire The Dark Side of Chocolate, réalisé en Allemagne et au Danemark, on suit le parcours du chocolat
et ce qu'il y a de vrai dans les rumeurs de travail des enfants. 3 entreprises contrôlent plus de 50% du commerce mondial du cacao. Olam, Barry Callebaut et Cargill. Cargill est surtout active au Ghana et en Côte d'Ivoire. Là aussi, les forêts sont défrichées pour la culture du cacao, si bien que les populations de chimpanzés, d'éléphants et d'autres animaux sauvages ne cessent de diminuer dans ces pays. Mighty Earth a démontré dans ses recherches que Cargill a activement contribué pendant les années à la destruction des forêts pour cultiver du cacao bon marché. Cargill a activement choisi de ne pas vérifier l'origine du cacao. Le défrichage des forêts dans les pays d'Afrique ne cesse d'augmenter et cela a un impact direct sur les personnes qui y vivent. Le travail des enfants n'est pas légal au Ghana et en Côte d'Ivoire, mais il est monnaie courante. De nombreuses familles dépendent du fait que tout le monde gagne de l'argent et les enfants sont donc parfois envoyés en voyage. D'abord à des centaines de kilomètres de la ville, la plus proche, où ils sont ensuite mis dans un bus. Souvent, les enfants sont accueillis par des étrangers et parfois enlevés par les propriétaires des plantations. La plupart du temps, ce sont des enfants maliens qui débarquent d'un coup dans la plantation et doivent travailler jusqu'à 14 heures par jour. Ils ne sont pas payés, sont battus et ne reçoivent que peu de nourriture. Il est généralement facile de reconnaître les esclaves parmi les enfants. Lorsqu'ils tentent de s'enfuir, on leur coupe les pieds pour les empêcher de courir vite. Il est également souvent fait état de mauvais traitements, les enfants étant forcés de boire leur propre urine. Les fèves de cacao de ces plantations sont produites pour Cargill. Le chocolat qui en résulte se retrouve chez nous, dans les supermarchés, sous forme de Mars, Twix ou Amicelli. Ce problème est connu depuis longtemps. En 2001, des hommes politiques et des entreprises se sont réunis et ont formulé le protocole Arkin-Engel. L'objectif de ce protocole est de mettre fin au travail des enfants dans les plantations de cacao. Hershey Food Corporation, Barry Callebaut, Nestlé, Mars, M&M's, Hershey Food Company, Barry Callebaut, Guitar Chocolate Company, World's Finest Chocolate, Bloomer Chocolate Company, ADM ont signé ce protocole. Nestlé et Mars continuent cependant de s'approvisionner en cacao auprès de Cargill, qui est régulièrement associé publiquement au travail des enfants, à l'esclavage et à la traite des êtres humains. L'enquête de Mighty Earth a révélé qu'environ 2,12 millions d'enfants en Afrique de l'Ouest sont généralement employés à la récolte. Cargill a pris position à ce sujet et a déclaré vouloir réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans les plantations de cacao. Ils veulent quand même continuer à faire travailler les enfants, mais pas aussi mal qu'ils l'ont fait ces 20 dernières années. En 2015, Cargill a été accusé par l'International Labour Rights Fund, ILRF, au nom des enfants enlevés au Mali et forcés de travailler dans les plantations. L'acte d'accusation stipule que Cargill a ignoré les avertissements et les preuves bien documentées pendant des décennies et a sciemment utilisé des enfants esclaves. Cargill et Nestlé, qui ont également été inculpés, ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas être accusés en dehors de leur propre pays, ce qui a été rejeté. Un jugement n'a pas encore été rendu, mais l'IRLF souhaite obtenir des poursuites supplémentaires contre Cargill, Nestlé et d'autres entreprises pour pouvoir sciemment profiter du commerce des enfants vers l'esclavage. Lorsqu'une entreprise est aussi grande et puissante, on aimerait supposer que les produits qui se cachent derrière sont de grande qualité ou que l'on fait quelque chose de bon pour son corps. Mais chez Cargill, il peut en être autrement. Il est déjà arrivé plusieurs fois que des personnes tombent malades ou meurent à cause de Cargill. La plupart du temps, il s'agit d'E. coli et de salmonelle. En Allemagne, toute personne infectée par la salmonelle doit le déclarer aux autorités sanitaires, car l'infection ne peut pas être traitée avec des antibiotiques et peut être mortelle. E. coli est présent dans l'intestin des hommes et des animaux. Lorsqu'une infection est déclenchée par des aliments, cela témoigne généralement d'un manque d'hygiène dans les usines. En 2000, la viande produite par Cargill pour la chaîne de restaurants Sizzler a provoqué des épidémies d'E. coli.
140 sont tombés malades, une fillette de 3 ans est décédée. En 2001, 115 000 kilos de viande hachée de Cargill pour McDonald's ont été responsables de la contamination de personnes par E. coli. En 2002, des salmonelles résistantes aux antibiotiques ont été trouvées dans la viande hachée de Cargill, ce qui a entraîné la destruction de 1,27 million de kilos de viande hachée. 47 personnes sont tombées malades. 17 ont été hospitalisées et une personne est décédée. En 2007, E. coli a été retrouvé dans la viande hachée. 383 000 kilos de viande hachée ont été détruits et 46 personnes sont tombées malades. En 2009, E. coli a été découvert dans les installations en Australie et Cargill s'est vu retirer sa licence d'exportation de viande vers le Japon et les États-Unis. En 2009 également, des salmonelles ont été découvertes en Californie chez Cargill. Les 376 000 kilos de viande contaminée n'ont pas pu être retirés à temps de la circulation. En 2010, un cas rare d'E. coli a été trouvé chez Cargill en Pennsylvanie. En 2012, 40 cas de salmonelle ont été signalés par Cargill. En 2018, E. coli s'est propagé dans tous les États-Unis par la viande de Cargill. Le problème ne se limite toutefois pas aux États-Unis. La viande de Cargill est également disponible en Allemagne, en premier lieu chez McDonald's et Burger King, mais aussi chez Aldi, Lidl, Netto et Edeka. Ce n'est pas dans les plantations de cacao de Cargill que l'on trouve les meilleures conditions de travail. Mais qu'en est-il dans les autres sites et secteurs? En Ouzbékistan, Cargill entretient des plantations de coton. Ici, comme en Côte d'Ivoire, des esclaves seraient utilisés dans les champs, y compris des enfants. À Kuala Lumpur, on reproche à l'entreprise non seulement de pratiquer l'accaparement des terres et de défricher les forêts tropicales, mais aussi de chasser les peuples indigènes en Papouasie, Nouvelle-Guinée et de recourir à des esclaves et à des enfants pour le travail dans les champs en Indonésie. On pourrait penser que Cargill offre de meilleures conditions de travail aux États-Unis et en Europe, car beaucoup de choses sont réglementées par la loi. Cependant, en 2003, les travailleurs de la mine de sel de l'Ohio se sont mis en grève. L'entreprise a alors fait appel à des intérimaires pour contourner la grève et les syndicats américains, ce qui est contraire au droit du travail en vigueur. En 2011, Cargill a été condamné par le tribunal du travail à une amende de 2,2 millions de dollars. L'entreprise a été accusée de discrimination fondée sur le sexe et la couleur de peau à l'encontre de ses employés dans ses usines de transformation de la viande en Arkansas, au Colorado et dans l'Illinois. Les agriculteurs, en revanche, auxquels Cargill fournit des semences et des engrais, n'en ont jamais assez, car ils sont dépendants. Cargill utilise des semences hybrides dans le monde entier, y compris en Allemagne. Ainsi, les tomates se ressemblent chaque année et le goût reste le même. Les fruits et légumes issus de semences hybrides ne sont pas mauvais pour la santé. On en trouve dans tous les discounters et même dans les magasins bio. Les semences hybrides ont été rendues pures par les lignées parentales sur plusieurs générations grâce à l'autofécondation. Ainsi, certaines caractéristiques que l'on ne souhaite pas avoir passent au second plan. Les agriculteurs obtiennent ainsi une récolte assez sûre, mais une seule fois. Les sélections ultérieures n'apportent pas les propriétés souhaitées et l'agriculteur doit donc racheter les semences chaque année, ce qui le rend dépendant. Outre les affaires moralement condamnables menées par Cargill, il y a toutefois d'autres nouvelles. Ainsi, l'entreprise a été condamnée en juin 2011 par l'État argentin pour une fraude fiscale de 252 millions de dollars. En 2004, l'entreprise avait déjà dû payer 24 millions de dollars en raison d'accords illégaux sur les prix du sirop de maïs avec la concurrence. En 2015, Cargill a été condamné à une amende de 7,7 millions de dollars pour s'être entendu illégalement sur le prix du sel de déneigement. Cargill est-elle la pire entreprise du monde? C'est la question qui se pose.
Sur son site internet, on trouve de nombreuses belles paroles sur la manière dont l'entreprise tente de faire du monde un meilleur endroit. Mais les actes sont tout autres. Grâce à des documentaires et des rapports d'ONG comme Mighty Earth, nous avons appris que l'entreprise utilise des enfants esclaves, pratique le génocide, défriche les forêts tropicales, déverse des eaux usées toxiques dans des réserves naturelles, essaye de ne pas payer d'impôts et rend les clients finaux malades en raison des conditions de travail insalubres. Sans scrupules, on profite des lacunes de la loi ou des milices armées pour augmenter ses propres profits. Des politiciens comme Bolsonaro au Brésil et Trump aux États-Unis ont donné à l'entreprise de nombreuses possibilités de détruire la planète et d'exploiter des millions de personnes au cours des dernières années. Les clients de Cargill, comme McDonald's ou Ahold Delhaize, se prononcent régulièrement contre Cargill, mais continuent d'utiliser ses produits. Mars et Nestlé ont signé le protocole Harkin-Engel, mais continuent d'acheter du cacao à Cargill, soutenant ainsi les enfants esclaves. Chacun d'entre nous soutient la traite des êtres humains, l'esclave des enfants et le génocide, la plupart du temps sans le savoir. Car ce n'est pas Cargill qui figure sur les emballages, mais Danone, Nestlé ou Mars. Oui, Cargill est la pire entreprise du monde, et nous la soutenons tous parce qu'il n'y a guère d'autres solutions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires ce que tu penses de Cargill. En outre, je suis sûr que tu aimeras aussi cette vidéo. En t'abonnant gratuitement et en aimant, tu nous aideras à créer encore plus de contenu. Merci.